Et salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour cette première vidéo débrief de ce week-end du MotoGP sur le circuit de Jerez. On va se faire un très rapide recap de la première séance d'essai et ensuite on se fait donc notre débrief complet de la practice, la séance qui compte évidemment pour les places qualificatives en Q1 et en Q2. Mais avant, cette vidéo est donc sponsorisée par un sponsor qui pourrait beaucoup vous intéresser, c'est NordVPN. Avec NordVPN, vous avez donc accès à de nombreuses fonctionnalités. Pour vous donner deux exemples, vous avez la possibilité d'avoir des abonnements YouTube Premium beaucoup moins chers si vous vous localisez en Argentine. Je rappelle que YouTube Premium permet de ne plus avoir de pub sur la plateforme. Vous avez aussi donc la possibilité de voir de nombreux sports mécaniques sans coût supplémentaire. Regardez, je vous montre. Vous avez donc juste à installer et ouvrir l'application. Ensuite, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez vous connecter en Belgique et ensuite sur Internet, vous allez aller sur le site de la RTBF Ovio et dans les directs. Soit vous allez donc vous connecter à un serveur en Suisse et ensuite sur Internet, vous allez sur le site de l'RTS et pareil dans les directs. Voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant, je rappelle toujours et je vous invite à aller voir tout ça. Vous avez un tuto en description qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne si jamais justement vous voulez plus d'informations. Et justement, en description ou encore en commentaire épinglé, vous avez aussi mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an ou de 2 ans. Et vous avez en plus, grâce à ça, des mois gratuits offerts. N'hésitez pas à aller voir tout ça, surtout que je rappelle que vous avez évidemment la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Bref, un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, mais aussi un grand merci à tous ceux qui s'abonneront ou qui se sont abonnés. Ça permet évidemment de soutenir la chaîne. Allez, on est parti pour notre débrief. Et comme j'ai pu vous le dire, on commence donc par un très rapide point de vue du classement de la FP1. Je rappelle que cette séance d'essai est vraiment une mise en route pour le week-end et ne compte pas pour les places qualificatives. Premier et deuxième, on retrouvait les frères Marquez, c'était Alex Marquez premier et ensuite Marc. On retrouvait ensuite troisième Maverick Viñales, suivi d'Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Dani Pedrosa, Brad Binder, Jorge Martin et pour compléter ce top 10, Pedro Acosta. Bon, comme d'habitude, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir la position des pilotes que je n'ai pas cités. Allez, en tout cas maintenant, passons donc au débrief de cette deuxième séance, la practice. Et on va tout d'abord commencer par le constructeur of the day. C'est vrai que l'année dernière, KTM avait plus que brillé, mais cette année, après cette première journée, on a vu un autre constructeur très fort, et c'est le constructeur habituel, j'ai envie de vous dire, c'est Ducati, avec tout simplement 7 pilotes Ducati sur les 8 dans le top 10. Tout d'abord, premier, c'est un pilote Ducati donc, c'est Francesco Bagnaia. Alors c'est déjà une petite surprise, parce qu'on sait que Pecco est rarement totalement aux avant-postes après la journée du vendredi. Et là, il a été vraiment très rapide ici à Jerez. Et ce que moi j'ai remarqué surtout à l'image, c'est que j'ai trouvé un Pecco un petit peu changé dans sa façon de piloter, dans son style de pilotage. Je l'ai trouvé beaucoup plus agressif, surtout dans ses entrées de virage un peu plus en glisse, un petit peu comme on peut le voir avec les pilotes KTM. Donc j'ai l'impression que Pecco part vraiment très bien dans ce début de week-end. Et je pense qu'on va peut-être enfin voir le véritable Francesco Bagnaia, le Pecco conquérant qu'on a un petit peu perdu depuis 2 week-ends. Ah oui, et pour terminer sur Francesco Bagnaia, il faut quand même pas le zapper, il a battu le record de piste, un nouveau record qui tombe donc dès la journée du vendredi. On a battu donc ce record de 145 millième, avant c'était 1,36 170, c'était Pecco qui l'avait donc établi en 2022, et ce nouveau record établi donc par lui-même, c'est 1,36 025. Et pour continuer avec les pilotes Ducati, troisième on retrouve l'espagnol Marc Marquez qui a vraiment beaucoup travaillé sur le rythme de course avec un médium, il a fait énormément de tours l'espagnol, et puis à la fin on a donc passé ce soft, on a été aussi très rapide, vraiment Marquez est très bien, mais à la différence par exemple de Pecco, il est beaucoup moins bien dans le dernier secteur. Francesco Bagnaia arrive vraiment à tirer son épingle du jeu dans ce dernier secteur, il n'est pas le seul, on en reparlera juste après, mais on voit que pour l'instant le point noir de Marquez c'est ce quatrième, alors que par exemple il est sûrement je pense le meilleur dans le troisième secteur où il gagne beaucoup de temps. En tout cas il y a de la belle bataille sur l'attaque au chrono, j'ai hâte de voir ce que va donner la qualification. Quatrième, petite surprise aussi parce que c'est vrai que ces derniers temps ont été beaucoup plus compliqués, c'est Marco Bezzecchi qui retrouve des couleurs et ça donne le sourire. Cinquième, habituel pilote très rapide, c'est Jorge Martin. Huitième ensuite on retrouve Enea Bastianini. Neuvième Fabio Di Giannantonio et pour compléter ce top 10 c'est Alex Marquez. Ça fait plaisir aussi pour Alex Marquez parce qu'il tout comme on va dire Marco Bezzecchi, c'est un début de saison qui est un peu plus compliqué pour eux. Cette adaptation surtout à cette GP23 est assez difficile, donc ça fait plaisir de retrouver Marco Bezzecchi très rapide dans le top 10, tout comme Alex Marquez. Seul pilote donc Ducati en dehors de ce fameux top 10, c'est donc Franco Morbidelli à la 12e place, mais il faut vraiment noter, je trouve, cette courbe de progression qu'on voit pour le pilote italien. Déjà à Austin, on a pu voir un petit peu plus de choses intéressantes de sa part, il commençait à se mettre dans de bonnes positions au sein du classement. Ça a été aussi le cas donc lors de la première séance d'essai
d'essai et pendant cette practice pour Morbidelli. Alors oui, c'est sûr, on termine 12e, on est encore en dehors du top 10. Oui, évidemment, il va falloir faire beaucoup mieux, mais on voit quand même une progression et je pense que c'est important de le noter. Allez, maintenant, passons donc à un autre constructeur et je me disais là, juste là, c'est quand même assez dingue de se dire que là, je viens juste de parler de Ducati et j'ai déjà parlé de 7 pilotes sur ce top 10, c'est quand même complètement fou. En tout cas, celui qui a été encore extrêmement performant lors de cette journée, c'est Maverick Viñales avec son Aprilia. Viñales est absolument bluffant ces derniers temps, il est extrêmement rapide et tout comme Pecco, lui aussi est très fort dans ce dernier secteur. Ça rappelle évidemment le week-end d'Austin parce qu'il était aussi très fort dans le dernier secteur, mais ça rappelle aussi le week-end d'Austin parce que dans l'ensemble, du point de vue des performances du pilote, il est exceptionnel. Et on rappelle qu'à Austin, il a fait la pole, il a gagné la sprint, il a gagné la course du dimanche. Alors on verra ce qui va se passer ici à Jerez. On voit qu'on a beaucoup de pilotes très rapides, mais surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi pas mal de constructeurs qui sont très performants. Donc ouais, je me pose pas mal d'interrogations sur ce qui va se passer. J'espère qu'on aura de la belle basto en course. Mais bon, on n'est que le vendredi, nous enflammons pas. Et en tout cas, ouais, Viñales démontre une nouvelle fois qu'il est très fort. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sinon, pour les autres pilotes Aprilia, faut bien avouer qu'ils ont plus de difficultés à tirer leur épingle du jeu. Alors, bon, pour le coéquipier de Viñales, il est dans le top 10, il est à la 7ème place, ça reste un très bon résultat. Mais c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, on a souvent vu Aleix Espargaro être la tête d'affiche, le pilote numéro 1 du constructeur. Et ces derniers temps, vraiment, il se fait, entre guillemets donc, manger par son coéquipier. Et on voit un Aleix plus en difficulté, même si la performance reste tout à fait correcte et dans le top 10, c'est un très bon résultat. Par contre, pour les pilotes Trackhouse, on est vraiment encore loin. Raúl Fernandez est 17ème et Miguel Oliveira 19ème. C'est quand même des résultats qui sont très difficiles alors qu'on sait que cette Aprilia est vraiment performante. Bon, c'est un petit peu décevant quand même ces débuts de Trackhouse, on aurait pu espérer un petit peu plus de ces deux pilotes. A noter aussi pour terminer que pour Aprilia, on avait donc le pilote test Lorenzo Savadori qui testait apparemment une moto laboratoire qui avait quelques différences d'aéro, mais c'est des choses qu'on avait déjà vues par le passé et on attendait par exemple ce fameux châssis en carbone pour Aprilia et bon, apparemment de ce que l'on a vu, il n'était pas présent sur cette moto, donc pas grand chose à dire pour l'instant pour ces débuts de Lorenzo Savadori dans ce week-end de Jerez. Allez, on passe donc maintenant au constructeur autrichien KTM. Comme j'ai pu vous le dire, l'année dernière, ils avaient été extrêmement performants en sprint et lors de la course du dimanche, si je ne me trompe pas, les deux pilotes usine KTM étaient sur le podium. Alors on verra au cours de ce week-end, mais la journée du vendredi a été beaucoup plus difficile. Celui qui est donc arrivé à tirer son épingle du jeu, c'est Pedro Acosta, qui est donc classé 6ème, comme d'habitude, très performant, un style absolument exceptionnel, vraiment génial de voir Pedro Acosta rouler à ce niveau-là, mais bon, ça, je pense qu'on en a déjà bien parlé. On va presque dire qu'on est plus surpris de ces magnifiques performances. Alors, il faut quand même noter que Binder pouvait aussi réaliser un très beau tour. Malheureusement, il a chuté à quelques minutes de la fin et donc il est en dehors de ce top 10. Il a donc terminé à la 11e place. Pour son coéquipier Jack Miller, il est 13e et on rappelle évidemment qu'il y avait la wildcard de Pedrosa qui a donc terminé 14e. Donc bon, on va dire qu'il y avait quand même des choses intéressantes pour les pilotes KTM. Je pense que Binder et Acosta pouvaient clairement être dans le top 10. C'est dommage donc cette chute de Binder. Maintenant, on sent qu'on est quand même un petit peu plus en retrait que ce que personnellement j'imaginais. Bon, on verra demain lors de la Q1 si des pilotes KTM peuvent passer en Q2. Mais je pense que par exemple pour Binder, je mets une petite pièce dessus. Allez, on passe donc maintenant aux constructeurs japonais qui sont presque dans leur championnat à eux. Ça a été un début de week-end très difficile. Tout d'abord, on va donc parler de Honda. Premier pilote Honda, c'est Takaaki Nakagami à la 16e position. C'est dur. Ensuite, on retrouve Johan Zarco 18e, Johan Mir 21e, Stefan Bradl 23e et Luca Marini 24e. Luca Marini qui est derrière le pilote test Stefan Bradl. On sait que ses débuts pour l'instant avec Honda sont très durs et on peut le comprendre quand on connaît les performances de cette moto et surtout pour un pilote qui vient de la Ducati, c'est pas facile mais derrière le pilote d'essai, ouais, c'est quand même vraiment compliqué. Johan Zarco qui a aussi fait donc une chute ce matin lors de la FP1. Des débuts qui sont donc très compliqués pour Johan Zarco lors de ce week-end, mais aussi pour nos deux Français, parce que pour Yamaha, on est aussi très loin. Fabio Quartararo est 20e et son coéquipier est un petit peu mieux. Il est le meilleur pilote des constructeurs japonais. Alex Rins est donc 15e. Mais voilà, pour nos deux pilotes français, c'est véritablement encore un coup dur, un week-end qui s'annonce difficile, et j'ai même envie de dire très difficile, j'ai même envie de vous dire très difficile. Alors on en a parlé dans la dernière vidéo d'actualité, on sait que maintenant Yamaha va donc aborder cette saison avec une façon de faire comme si c'était une séance d'essai grandeur nature. On va travailler surtout sur la Yamaha de 2025, on teste des choses. On a par exemple vu Fabio Quartararo travailler sur le hard, il était le seul pilote si je ne me trompe pas à avoir passé des hards et malheureusement même il a chuté à cause de ça, enfin on pense que c'est à cause de ça. Bon, on teste plein de choses, on essaie d'avoir des évolutions, des améliorations.
C'est frustrant parce que évidemment nous en tant que fans on a envie de voir mieux hein, de Fabio Quartararo, je comprends tout à fait et comme j'ai pu vous le dire on en a déjà parlé dans la vidéo de la semaine, de cette semaine pardon qui était sortie mardi. Évidemment que c'est bien de travailler pour la Yamaha 2025, évidemment qu'on a de bons espoirs et qu'on continue d'essayer de croiser les doigts, mais bah là on est au sein de la saison 2024 et on aurait bien aimé voir cette Yamaha être capable de performer un minimum. Je dis pas d'être dans le top 5, mais au moins de jouer un petit peu avec le top 10. Là on est quand même 20e pour Fabio, ouais, c'est quand même un sacré coup de massue derrière la tête. Mais bon, bah, je pense qu'il va falloir serrer des dents et attendre hein, que les choses s'améliorent. Fabio, justement, a fait beaucoup de déclarations dans ce sens-là. On espère trouver des améliorations et au fil de cette année, on espère donc progresser au sein du classement. Bon, bah, hein, je me répète et me répète, hein, croisons les doigts, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on est loin et qu'est-ce que c'est dur. Ah oui, et j'ai failli oublier, je reviens très rapidement sur Honda parce qu'on a pu avoir donc cette nouvelle selle et ce nouveau arrière hein, de moto avec aussi ce nouvel aileron sur cette Honda 2024. Et comme on a pu donc le dire pour Yamaha, hein, Honda travaille aussi assez dur, on essaie d'apporter des nouveautés et justement cette pièce en est une et c'est quand même une sacrée modification sur cette moto. Alors apparemment, c'est pour essayer d'apporter un petit peu plus d'appui sur l'arrière de la machine. Bon bah croisons les doigts que ça fonctionne, comme d'habitude, hein, c'est bien d'apporter des choses, maintenant il faut trouver quelque chose qui fonctionne. Bon, bah voilà, on verra bien hein, si ça va fonctionner au cours de ce week-end. Je vous tiendrai informé si on a pas mal de déclarations des pilotes là-dessus. Et pour terminer, je reviens sur Yamaha. Désolé, je fais un petit peu de ping-pong. Hein. Un coup Honda, Yamaha. On a donc appris hein, que Cal Crutchlow allait donc faire 3 wildcards au cours de cette saison. Et c'est quand même une très bonne nouvelle dans ce vœu hein, de beaucoup plus se tester et surtout avoir plus d'informations pour essayer hein, de travailler beaucoup plus vite. On sait que c'est l'un des gros défauts évidemment de Yamaha, avoir uniquement 2 pilotes et un seul team au sein de ce championnat. Le pilote Brickhaning va donc faire une wildcard lors du Grand Prix du Mugello, de Silverstone et donc de Misano. Allez, maintenant on revient un petit peu sur Honda. non, je rigole. On est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère donc que ce débrief assez rapide quand même dans l'ensemble de cette journée du vendredi vous a plu. Je vous rappelle donc qu'on se donne donc rendez-vous dimanche pour le débrief de la course du MotoGP. Voilà, bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.